Bonjour à tous, Home Assistant. Qu'est-ce que c'est? Comment l'installer, le configurer et par où commencer? Qu'est-ce qu'il me faut pour domotiser ma maison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te guider dans le choix du matériel, du protocole et de la logique Home Assistant. Avant de commencer, je fais des vidéos exclusivement sur Home Assistant, donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir les outils pour constamment améliorer ta domotique. Bon, parlons tout d'abord de Home Assistant. Home Assistant, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel libre et gratuit qui est la partie centrale de ta domotique. Aujourd'hui, la domotique est de plus en plus grand public, je le vois avec mon père qui s'y est mis. C'est plus abordable, on les trouve à peu près partout maintenant, mais on est toujours limité par le constructeur et l'application qu'il propose pour contrôler les appareils. Avec Home Assistant, les limites sont repoussées. Comment? On va y passer. Pour comprendre, on va retourner en 2013. Je vous rassure, c'est pas un cours d'histoire, ça va être assez rapide. C'est en 2013 que naît Home Assistant avec Paulus Schutzen, qui est aujourd'hui le fondateur de Home Assistant. Il fait un script pour allumer les lumières au coucher du soleil. Et oui, c'est tout bête. Et dire que maintenant c'est le plus grand logiciel domotique au monde. Aujourd'hui, il y a une énorme communauté de développeurs qui contribuent chaque jour pour améliorer et ajouter les fonctionnalités à Home Assistant. T'imagines même pas tout ce que Home Assistant est capable de faire. On va attaquer les prérequis. Tout d'abord, il te faut un serveur. Alors quand je dis serveur, c'est pas un vrai serveur, nul besoin d'un data center. Il y en a pour tous les budgets. On peut installer Home Assistant sur à peu près tout. Bon, pas non plus tout, mais on peut l'installer sur pas mal de choses. Dans tous les cas, il faut que l'appareil tourne 24 heures sur 24. Il faut bien aussi comprendre une chose. Le minimum, à mon sens, pour faire fonctionner Home Assistant, c'est 2 Go de RAM, la mémoire vive de ton ordinateur. Avec 2 Go, ça tourne, mais on sera très vite limité en fonctionnalité. En fait, plus tu vas installer de composants à Home Assistant, des modules pour communiquer avec tes appareils, plus il faudra de la mémoire vive, la RAM. Donc dans l'idéal, il faudrait 4 Go de RAM. Et si tu veux installer beaucoup de choses, c'est plus 8 Go de RAM qu'il faudrait. Mon conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé la domotique, c'est de prendre tout de suite un appareil avec suffisamment de RAM. Pourquoi? Car au final, l'installation que j'ai aujourd'hui m'a coûté cher. J'avais acheté un Raspberry, puis j'arrivais à la limite des capacités, donc j'ai acheté un mini PC avec 8 Go de RAM. Puis j'ai voulu ajouter d'autres choses, je suis aussi arrivé aux limites. J'ai donc acheté un PC fixe que j'ai transformé en serveur. Et j'ai ensuite acheté de la RAM pour arriver sur un serveur avec 32 Go de RAM. Bon, j'avoue, j'ai installé Proxmox, un serveur de virtualisation de serveurs. Et j'ai installé sur ce PC un NAS, Home Assistant, ainsi que des serveurs web. Je viens de passer Home Assistant à 12 Go pour avoir de la marge. 8 Go c'était encore amplement suffisant, mais je voulais avoir un petit peu de marge de manœuvre. Bon, tout ça pour dire que c'est un investissement que tu fais. Une fois que tu t'es fait piquer par la domotique, t'en voudras toujours plus. Ce sera aussi le cas après avoir regardé toutes les vidéos de ma chaîne. Maintenant que tu as tous les éléments en tête, passons aux choses sérieuses. Ah, j'oubliais. Il faut aussi penser à la consommation de ce dernier. Il va tourner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc ça représente un petit coût sur l'année tout de même. Bon, sur quoi installer Home Assistant? Home Assistant, on peut l'installer donc sur un ordinateur fixe ou portable, en parallèle de ton système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux. En fait, on peut installer un petit logiciel sur ton PC, en parallèle de tout ce que tu fais sur ton PC. C'est un logiciel de virtualisation, de serveur, et là, tu vas pouvoir installer un autre système d'exploitation, et là, en l'occurrence, Home Assistant. Pour ça, il faut au minimum 6 Go de RAM. Pourquoi? Parce qu'il faut 4 Go de RAM pour l'ordinateur et 2 Go pour Home Assistant. Autre solution, c'est de prendre un ordinateur fixe ou un portable toujours qui traîne quelque part. Donc ici on supprime le système d'exploitation et on pourra l'utiliser uniquement comme serveur. Je te conseille d'installer Proxmox en amont, c'est un serveur de virtualisation, ça va te permettre d'installer d'autres choses par la suite. Je mets en description une vidéo pour installer Home Assistant sur Proxmox. Il est également possible de trouver des vieux PC sur le Bon Coin par exemple pour pas trop cher. On peut également l'installer donc sur un mini PC. Un mini PC c'est un tout petit ordinateur. On peut trouver des mini PC à environ 100 € en reconditionné qui sont pas trop dégueux. Je te mets quelques liens dans la description, ils font le job et là aussi tu peux installer Proxmox avec Home Assistant. Sinon il y a le mythique Raspberry Pi, mais depuis la crise Covid, les prix des Raspberry ça joue un peu au yo-yo, suivant la dispo les prix augmentent ou baissent. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur le Raspberry Pi 4 qui est disponible, mais le Raspberry Pi 5 est annoncé, on sait pas encore tout à fait la date de sortie, du moins il n'y a rien de très sûr à 100%. Si le Raspberry Pi 5 est sorti, je te conseille plutôt de partir sur ce modèle là, qui sera beaucoup plus performant que le Raspberry Pi 4. Autrement le 4 fait également très bien l'affaire en 4 ou 8 Go suivant ton budget. Et pour finir, on peut bien sûr installer Home Assistant sur un serveur. Bon, par contre, installer sur un vrai serveur, ça va coûter un peu des ronds. Voilà, il reste plus qu'à faire ton choix, je te mets quelques liens dans la description pour retrouver les produits plus facilement, ainsi que les vidéos correspondantes pour l'installation. Bon, t'as ton PC et Home Assistant installé, super, maintenant, il faut le mettre quelque part. Chose très importante pour en avoir fait les frais, il faut relier ton Home Assistant à la box internet directement par câble Ethernet, un câble réseau quoi. Sinon tu risques d'avoir des latences, ou le Wi-Fi qui se déconnecte, et là c'est la merde, faut chercher l'écran, le clavier, ou redémarrer à la sauvage, et risquer de perdre toutes les données, et de tout recommencer à zéro. D'ailleurs pour éviter ça, je te conseille
de faire des sauvegardes régulièrement, je te mets également la vidéo qui traite du sujet en description. Donc vois pour un endroit assez près de ta box internet pour pouvoir mettre ton câble, et évite aussi de l'enfermer, que ce soit un mini PC, un Raspberry, etc. Encore le Raspberry Pi ça va si tu l'enfermes, mais c'est pas trop conseillé. Mais en tout cas évite d'enfermer ça va chauffer, donc il faut de l'air pour refroidir. Si t'as pas un renouvellement d'air, ça risque de trop chauffer et les performances vont être dégradées. Essaye aussi d'avoir un endroit à portée de main si jamais tu dois brancher une clé USB ou faire quelque chose, une intervention dessus, ça te cassera moins la tête. Donc tout ce qui est câble management c'est bien, mais pas trop. Bon, c'est parti pour la partie 5, le choix du protocole pour Home Assistant. Cette partie est également importante. Pour la domotique, il faut forcément des appareils, sonde de température, capteur de mouvement, prise connectée, alarme, etc. Ce que je te conseille, c'est de lister ce que tu veux et les établir comme projet. Par exemple, si tu veux mettre une alarme, tu notes projet 1, alarme. Tu listes ce que tu veux que ton système d'alarme fasse. Donc, je veux que mon système d'alarme détecte les mouvements dans l'entrée, détecte les mouvements dans le garage, détecte l'ouverture de la porte d'entrée et détecte les mouvements dans mon jardin, par exemple. Ensuite, tu dresses la liste des appareils qu'il faut. Dans mon exemple, 3 capteurs de mouvement, un contacteur de porte. Ensuite, comment je les connecte? Et pour ce point, il faut regarder tous les projets que tu souhaites faire. Car pour un projet, les appareils seront à la portée du Wi-Fi. Donc là, pas de problème, on va partir sur des appareils Wi-Fi. Mais peut-être qu'un autre projet, ça ira pas parce que tu vas être un peu trop éloigné du Wi-Fi, ça va pas capter. Donc voilà, le Wi-Fi c'est bien, mais il y a un grand mais. C'est pourquoi c'est pas considéré véritablement comme un protocole domotique. C'est pas la meilleure solution pour beaucoup d'appareils connectés. Dans la domotique, on parle souvent de Z-Wave, Zigbee. On voit d'ailleurs Lidl par exemple qui sort des passerelles Zigbee, c'est pas pour rien. En fait, Z-Wave et Zigbee, pour ceux qui connaissent pas, c'est deux protocoles domotiques qui permettent aux appareils de communiquer entre eux. Donc ça communique par maillage. Un maillage, c'est quoi? En gros, tous les appareils que tu branches directement à l'électricité, comme une ampoule connectée, une prise connectée, font partie du réseau. C'est en quelque sorte un répéteur. Donc en fait, tout part d'une clé USB. Et la clé USB, c'est ce qu'on appelle un contrôleur. Le contrôleur fait la passerelle entre la box domotique et les appareils. Les appareils branchés sur secteur font office d'une sorte de pont qui permet donc à des appareils très éloignés de passer par ces appareils branchés sur le secteur pour arriver au contrôleur et donc à notre box domotique. Prenons l'exemple ici, on va dire que ma box domotique se trouve ici, d'accord? Et on va mettre un capteur ici. Donc moi, le Wi-Fi d'ici, il est dans un meuble, il capte pas à travers tous les murs là. Donc déjà, la portée du Wi-Fi n'est pas assez bonne. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un répéteur Wi-Fi ici et un autre ici. Donc là, il faudrait mettre deux répéteurs déjà. Ou alors mettre un répéteur par là, mais franchement, la qualité va vraiment pas être top. Et honnêtement, les répéteurs Wi-Fi, c'est de la grosse merde. Voilà. Donc ça c'est bien, on aura dépensé deux répéteurs Wi-Fi, mais qu'est-ce qu'on aura gagné? Bah juste une zone là qui sera portée par le Wi-Fi. Donc à la place, ce que je vous propose, c'est que ici vous mettez une clé Zigbee, ici vous mettez une prise connectée pour votre machine à café, l'appareil vous mettez une prise connectée pour autre chose, et dehors vous mettez du coup la sonde de température connectée en Zigbee. Donc ça va venir ici, ça va se connecter sur la prise là va communiquer avec la prise là, et la prise là va communiquer avec le contrôleur qui se trouve là. Et donc maintenant sur notre maillage Zigbee, on aura le réseau là, le réseau là, le réseau là. Quand on regarde le prix d'une prise connectée en Zigbee comparé au prix d'un répéteur Wi-Fi, le calcul il est très vite fait. Et le maillage fonctionne vraiment très très bien, c'est vraiment conçu pour transmettre les données, alors que les répéteurs Wi-Fi, c'est pas vraiment prévu pour de la domotique. Bref, en gros, tu veux une couverture optimale de ta maison, il faudrait au mieux choisir un protocole et prendre les appareils compatibles avec ce protocole. Il y en a au choix sur Amazon, chez Lidl, dans plein de magasins, Leroy Merlin, etc. Il y a plein de magasins, Ikea, je pense aussi. Mon choix, il est strictement personnel. Il se porte sur Zigbee, car on trouve des appareils pas trop chers sous ce protocole-là. Le Z-Wave, c'est un protocole propriétaire, donc à chaque fois qu'un fabricant utilise ce protocole-là, il est obligé de verser une contrepartie au propriétaire du protocole. N'oublions pas qu'on veut une maison domotisée qui se gère tout seul et qu'on veut pas s'amuser à corriger les problèmes tous les week-ends. Donc le cloud chinois en Wi-Fi, poubelle. En plus c'est hyper mal sécurisé, il y a des failles de sécurité là-dedans, on peut rentrer sur votre réseau, c'est vraiment pas super. Bon, l'autre avantage du Zigbee qui est partagé avec le Z-Wave, c'est l'autonomie des batteries qui est en général d'un an voire plus pour les capteurs. En Wi-Fi, il est constamment connecté au Wi-Fi et donc ça consomme. C'est un protocole qui consomme beaucoup d'énergie. Le protocole domotique, les appareils sont en veille et se réveillent uniquement quand il faut communiquer. Donc ça permet d'économiser de la batterie. Avant d'acheter un appareil pour Home Assistant, il faut toujours vérifier qu'ils sont bien compatibles. Pour les appareils Zigbee, un site recense les appareils compatibles. Il s'agit de zigbee.blackadder.com. Et donc là, vous avez donc vous avez par type. Donc là, si on veut, je sais pas, une lumière par exemple, ici vous avez le numéro de modèle de chaque appareil. Et il suffit ici de faire votre choix. Vous voyez qu'il y a énormément. Là par exemple, je viens de voir du Ikea. Voilà, donc ça par exemple, c'est compatible. Donc vous cliquez dessus. Et là, ça vous dit que c'est compatible avec Zigbee Home Assistant.
Tasmota, Zigbee to MQTT et Zigbee for Domotics. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ZHA et Zigbee to MQTT. Donc ça, c'est quand même deux intégrations différentes. Il faudra choisir l'une des deux. Pour ma part, je suis sur Zigbee Home Assistant, donc ZHA. Mais dans tous les cas, avant d'acheter, vérifiez quand même votre appareil s'il est bien dans la liste, s'il est bien compatible, et s'il n'y est pas, n'hésitez pas à aller voir sur le forum de Home Assistant communauté francophone. Donc c'est hacf.fr. Vous cliquez sur forum et là vous pouvez poser la question. Il y a sûrement un utilisateur qui a l'appareil que vous souhaitez et qui pourra peut-être vous dire si ça fonctionne ou ne fonctionne pas. Pour les appareils Wi-Fi, il faut vérifier si l'intégration existe et s'il est bien noté que l'appareil est compatible. Bon, maintenant on va attaquer le dur. C'est pas le moment de flancher, il va falloir suivre. Alors fais une petite pause, va te faire un petit café et ça va bien se passer. Home Assistant, c'est un outil, ok. Il va se connecter à tes appareils pour pouvoir contrôler de plusieurs manières. Voyons déjà un appareil, c'est quoi dans Home Assistant? Un appareil, c'est un objet. Cet objet-là, il va avoir des données qui vont rentrer. Les données ici sont appelées des entités. Chaque donnée, donc entité, a un type. Ça peut être une sonde, un interrupteur, un bouton, du texte, etc. C'est ce qu'on appelle un type de données et donc un type d'entité chez Home Assistant. C'est pour ça que chaque entité est précédée par son type. Ici, par exemple, j'ai des entités. Donc on voit que l'entité s'appelle Alarm Control, panel garage. D'accord? Donc Alarm Control, c'est le type d'entité et Panel Garage, c'est le nom de l'entité. Si on descend un petit peu, on voit qu'ici on a Binary Sensor et ensuite on a le nom. Donc ça, on sait que c'est un capteur binaire et c'est ça pour tout. Là, on voit que c'est un bouton, là, on voit que c'est une caméra. Là, on voit que c'est une lumière, et ainsi de suite. Dans Home Assistant, suivant le type de données et donc d'entité, on va pouvoir faire des choses que l'on ne peut pas faire avec un autre type. Par exemple, si c'est une lumière, on va pouvoir choisir la couleur de la lumière, l'intensité de la lumière, etc. Si c'est un interrupteur, on ne pourra pas. L'entité peut également avoir des attributs. Alors, ce sont des sous-données d'une donnée. Ouais, je n'ai pas trouvé mieux pour expliquer. Donc, pour être un peu plus clair, en fait, c'est généralement des paramètres par rapport à cette entité. Ici, on voit par exemple Light avancé de toi, donc c'est une lumière, c'est des bandes LED en fait, hein, donc c'est une lumière. Et ici, on voit que on a une info supported color mode, donc là, ça nous dit ce qui est accepté. Là, c'est le nom d'usage, donc avancé de toi, et ici, un identifiant par rapport à une feature. Ici, par exemple, Alarm Control Panel. Donc le type, en fait, c'est un panneau de contrôle d'alarme. Et c'est pour mon alarme qui s'appelle Alarmo. Ça, c'est le nom de mon alarme. Ici, on a donc l'état. Donc c'est la valeur de cette donnée. Et on a les attributs ici où on a un peu plus d'infos. Donc là, par exemple, on voit que le dernier changement a été fait par la personne. On voit qu'il n'y a pas d'arme mode, etc. Donc on a quelques informations. C'est surtout ça, les attributs. C'est pas forcément des données, c'est plus des informations, des paramètres. Mais ça peut quand même servir. Par exemple, je veux déclencher un truc, un script par rapport à la personne qui va changer, donc on va pouvoir déclencher par rapport à l'attribut changed by, et on saura que quand cette personne-là a désactivé ou activé l'alarme, eh bien on lance un truc. Bon, on verra ça un peu plus tard. Bon, si t'as pas compris cette partie, revoilà, parce que c'est vraiment sur ça que repose Home Assistant et tout le reste. Donc faut vraiment comprendre ça, sinon tu vas être perdu pour toute ta vie sur Home Assistant. Non, réellement. Bon, si t'as tout compris, on passe à la suite. Ce sera un peu plus intéressant, c'est les automatisations. Comme son nom l'indique, c'est pour faire des automatismes, des scripts, un robot, de la domotique quoi. Comprendre la logique d'une automatisation est plutôt simple. Ici, j'ai une vieille automatisation que j'ai changée depuis. Dans les automatisations, t'as 3 blocs. T'as un bloc déclencheur, t'as un bloc condition et t'as un bloc action. Le bloc déclencheur, on peut le traduire par quand ceci arrive. Ensuite, on a la partie condition qu'on peut traduire par vérifie ça avant de passer à la suite, ce qui nous donne quand ceci arrive, vérifie ça, et ensuite on a la partie action où on dit fais ça. Donc au final, une automatisation, c'est quand ceci arrive, vérifie ça avant de passer à la suite, et ensuite fais ça. Pour prendre un exemple concret, le déclencheur serait l'heure 7h, la condition serait l'état de charge de mon téléphone, il faut vérifier si mon téléphone est en charge ou non, s'il n'est pas en charge, alors on passe à l'action. L'action est de désactiver l'alarme. Mon automatisation donne donc ceci. Quand il est 7h, si mon téléphone n'est pas en charge, désactive l'alarme. De cette sorte, je désactive l'alarme quand je suis debout, si je suis encore au lit et donc mon téléphone est encore en charge, on ne désactive pas l'alarme. Donc c'est quelque chose qui tourne tous les jours automatiquement sans que j'ai besoin d'y penser. C'est très très puissant et large. On peut faire parler notre imagination pour faire des automatisations du tonnerre. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos sur ce sujet, alors n'hésite pas à t'abonner pour rien louper. Et voilà. Bon. T'es encore là? Ok, alors passons au script. C'est un peu plus simple. Un script, c'est assez simple. En gros, la partie action de ton automatisation, c'est la même chose. Ça permet de faire une séquence d'actions. Par exemple, je peux bien imaginer demander à Alexa, mets Mister Robot. Et ça va déclencher mon script. Dans la séquence de mon script, je vais faire les actions suivantes. Allumer la télé,
allumer les lumières de la télé, allumer ma box Android, démarrer Prime Video, recherche Mister Robot, on clique sur OK, on clique sur OK. Et donc, ça va démarrer la lecture sur ma télé. Voilà à quoi servent les scripts. Ensuite, on a les scènes. Les scènes, c'est hyper simple. Ça permet d'enregistrer l'état d'un ou plusieurs appareils à un instant T. Par exemple, j'ai fait un mode télé. Quand j'active ce mode, ça va appeler ma scène qui baisse la luminosité de l'éclairage et ça change sur un blanc chaud. C'est assez basique et très simple à mettre en place. Bon voilà pour cette partie, c'est assez compliqué de s'y retrouver quand on comprend pas la logique de Home Assistant. J'espère que je t'ai aidé à comprendre. On passe à la partie 8, les appareils et intégration dans Home Assistant. Et oui, il faut bien connecter nos appareils à Home Assistant, sinon ça sert pas à grand chose. C'est ce qu'on appelle intégrer un appareil. Et pour ça, il faut des intégrations. Dans Home Assistant, il y a des intégrations dites natives, qui sont donc livrées avec Home Assistant, et suivies, contrôlées et même souvent gérées par Home Assistant. C'est en quelque sorte des intégrations officielles de Home Assistant qui sont plutôt fiables. C'est ici qu'on va trouver des marques, des protocoles comme OnVIF pour les caméras, Zigbee, Z-Wave, etc. Chaque intégration gère des appareils. Chaque appareil a des entités, souviens-toi les données des appareils. C'est ici qu'on va pouvoir tout configurer. Son nom, la configuration, on peut avoir des données de diagnostic, des capteurs, et ici on a les contrôles des différentes entités qu'on peut contrôler. C'est ici qu'on va ajouter tous nos appareils et les fonctionnalités. En plus des intégrations officielles de Home Assistant, il existe un marché communautaire où chaque développeur propose des intégrations, ici non officielles, mais qui sont assez bien conçus en général. Ça s'appelle Home Assistant Community Store, HACS pour faire court. J'ai fait une courte vidéo pour l'installation de ce dernier que tu retrouves en commentaire. C'est ici qu'on va pouvoir télécharger aussi des thèmes, des modifications pour le tableau de bord. En parlant de tableau de bord, on va pouvoir passer sur cette partie maintenant. Le tableau de bord, c'est ta console de commande où tu as tous les boutons, toutes les jauges, toutes les informations. Contrairement à une centrale nucléaire, tu n'as pas une console qui t'entoure avec une infinité de boutons pour te perdre. C'est un endroit où tu peux organiser comme bon te semble tes boutons et différentes informations. Tu peux également créer plusieurs tableaux de bord pour organiser un peu tout ça. Ce qui est beaucoup apprécié par la famille, c'est de disposer une tablette avec ce tableau de bord au mur pour que tout le monde ait accès à la domotique. J'ai également fait des vidéos à ce sujet que je te mets en description. D'ailleurs, je vais te mettre une playlist de toutes mes vidéos Home Assistant en premier lien de la description, comme ça sera plus simple pour t'y retrouver. Et elle sera mise à jour au fur et à mesure que je fais des vidéos. Vu que je fais que des vidéos Home Assistant, elle sera mise à jour toutes les semaines, tout simplement. Pour terminer avec Home Assistant, on va parler des modules complémentaires. Suivant le type d'installation que tu as, tu n'auras peut-être pas l'onglet modules complémentaires, c'est sûrement que tu es sur Docker. Mais les modules complémentaires sont en réalité des logiciels tiers qu'on plug à notre Home Assistant. Ces logiciels sont en général prévus pour tourner sur un autre serveur, mais ils ont été adaptés pour être ajoutés à Home Assistant via Docker. On va trouver par exemple AdGuard Home qui est un DNS bloqueur de pub, Grafana pour faire des graphiques, ZWave.js qui permet de communiquer avec une clé Z-Wave, etc. Soyons clairs, c'est ici qu'on va se poser la question. Est-ce que j'ai assez de mémoire vive, la RAM qu'on a choisie dans notre PC pour installer Home Assistant? Les modules complémentaires vont consommer de la mémoire vive. Donc avec 2 Go, ne pense même pas pouvoir installer 10 modules complémentaires, ça va planter avant. Voilà, merci aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Mets un petit commentaire pour me dire que tu es resté jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir. Oublie pas de t'abonner pour avoir ta dose de Home Assistant une fois par semaine, c'est gratuit. Allez, à la semaine prochaine.